Alors notre troupeau n'a que des vaches normandes. Voilà, l'objectif c'est bien sûr d'avoir ces vaches normandes et tout le cheptel de renouvellement. On sait que pour des raisons sanitaires, c'est beaucoup mieux d'être autonome globalement. Moins on va acheter aussi de vaches qui viennent de l'extérieur et moins aussi on va ramener de microbiologie particulière. On sait bien qu'à chaque fois qu'on achète des vaches, elles mettent un temps d'adaptation. L'objectif c'est de ne pas acheter d'animaux et d'avoir suffisamment de renouvellement. Donc en gros sur la ferme on a entre 220 et 250 animaux qui nous permettent d'avoir environ 110 vaches laitières en production et puis tout l'équivalent en renouvellement voilà, pour ces 3 années en général d'élevage en fait. La composition du troupeau c'est facile, c'est des vaches normandes. Moi je la trouve très belle, très calme et un des avantages aussi de la normande c'est que son lait est très fromageable et sa viande est très persillée et très très bonne. Pour nous éleveurs, sur notre territoire normand, ça permet d'avoir une double valorisation. En plus, la race normande, elle est vraiment rustique. Le Prim Holstein, elle n'aime pas trop, elle n'aimerait pas trop d'être dehors en hiver, autant que les Normandes, où vraiment elles sont faites pour ici. Quand on regarde la race normande, elle est le champion de le calcium. Elle a plus de calcium dans son lait que toutes les autres races. Toutes les races de vaches produisent une liquide blanche, mais ce n'est pas tout pareil, la composition. Et elle a un taux de protéines qui est plus élevé, elle a une matière grasse qui est plus élevée, elle a le calcium qui est plus élevé. Et dans les protéines aussi, elle a un type de protéine qui est plus fromageable et qui est vraiment, elle a les atouts qui sont non négligeables. En plus, quand elles ne produisent pas autant de lait, on peut laisser, comme on fait chez nous, on laisse exprimer leur potentiel. Chez nous, on ne donne pas beaucoup de céréales. Et elles arrivent quand même à maintenir eux-mêmes plus produire le lait de qualité, sans qu'elles souffrent trop quand elles mangent que de l'herbe et du foin. On donne un tout petit peu de céréales, mais vraiment, c'est minuscule. En moyenne, depuis quelques années maintenant, on est à 93 kg par vache par an. Ou avec le cahier des charges de l'STG, on est limité à 1,5 tonne par vache par an. Et puis on est vraiment chez nous, comme je me répète, on est naturellement normand parce que tout est le plus naturel. On donne assez de céréales juste pour qu'elles ne se maigrissent pas, mais c'est jamais pour pousser, produire plus. On laisse exprimer naturellement ce qu'elles peuvent le faire. Toutes les vaches elles sont nées et élevées chez nous et elles ont tous un prénom. Elles ne sont pas juste un numéro. On simplifie quand même énormément de choses, se simplifie la vie par le pâturage, par le fait de laisser nos animaux faire un peu ce qu'ils veulent pour fabriquer quelque chose de très compliqué et naturel. Tous les ingrédients sont simples, mais comme Denis dit, la mise en œuvre à la fin, c'est beaucoup plus complexe. Si on avait un lait qui était standardisé avec la même alimentation, les mêmes céréales, la même base tous les jours, avec les vaches qui ne sortent pas, mais tout est donné dans un auge, c'est beaucoup plus facile à fabriquer après. On sait où on est stable. Mais c'est ça qui est un atout aussi pour notre projet. Le fait que déjà on travaille en 100% herbe avec les vaches qui pâturent, que le lait qui change tout le temps, on est habitué à cette instabilité depuis le début. Et puis le fait de passer en ferme naturelle en plus, je n'ai pas autant peur
parce qu'on est déjà habitué d'avoir un lait qui arrive à la fromagerie et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On est habitué de trouver les moyens de régler les différences qu'on a tous les jours. Une autre chose à dire sur les vaches chez nous, on ne les écorne pas. On laisse les cornes sur toutes les vaches parce qu'ils ont les cornes naturellement. Et pourquoi les enlever? Et chez nous aussi, les vaches elles sont en plein air. C'est-à-dire que chez nous, tous les jours, ils peuvent aller dehors. Après, si vraiment il y a une tempête en hiver, on peut les laisser à l'intérieur pour protéger les sols. Mais si ça arrive, c'est quelques jours dans l'année. Mais normalement, tous les jours, en hiver, normalement, ils dorment dans le bâtiment. Parce que quand on va le matin pour rechercher les vaches au champ avec une lampe, s'il y a le brouillard, on arrive à la salle de traite et mince, il manque une vache. Elle est restée au champ. Et puis à partir de ce moment-là, elle reste à l'intérieur pour qu'on sait où les trouver le lendemain matin. Mais en journée, on ouvre la porte. Mais comme l'hiver dernier, c'était tellement sec, tellement bien, ils ont dormi dehors toute l'année. On n'a pas enfermé dans le bâtiment du tout. Alors, on leur a laissé la possibilité de dormir ou dans le bâtiment ou à l'extérieur. Les jours où les nuits calmes, elles étaient toutes dehors. Et quand il y a un peu des rafales de pluie, elles avaient le choix de rester à l'intérieur. Et il y en avait toujours dehors. Toujours. Et je pense qu'on va renouveler l'opération et elles sortent toute l'année après en journée. Et on a fait tout pour le confort. Quand on avait construit notre fromagerie et tout, on a aussi revu le bâtiment pour les vaches. Et on a mis les matelas, un tapis pour les vaches. On a mis les logettes souples pour qu'elles ne se blessent pas. Et on met toujours le paille pour les vaches aussi. Et puis ils ont tout le confort à l'intérieur. Ils ont les brosses rotatives qui les brossent et qui les massent. C'est superbe. Et puis ils ont tout le confort à l'intérieur. Mais en fait, les animaux en hiver, ils mettent une poêle très épaisse et ils adorent d'être dehors. Et ils ont les haies dans les champs. Ils ont tout ce qu'il faut pour les protéger. Et il y a toujours une partie qui rentre, qui sort, mais vraiment, ils ont la liberté de choisir elles-mêmes. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé, ils ont les cornes, parce que quand ils ont plus d'espace, ils ne se battent pas autant et on peut laisser les cornes. Et comme ça, ils sont beaucoup plus naturels et vraiment comme ils doivent être. La vache normande a subi une sélection c'est un peu comparable aux autres races laitières, parce que très souvent les fervents défenseurs de la race normande ou ceux qui en font la promotion voulaient une copie de la vache Primostein. Alors heureusement, elles n'y sont pas arrivées. Donc, la vache normande a dû réfléchir, elle s'est dit oh là là, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Donc heureusement, ils ne sont pas arrivés à ça. Ils ont conservé l'aptitude fromagère. Voilà, elle a gardé cette mixité. Il a fallu quand même des études scientifiques pour nous préserver de vouloir changer ça. Les fervents défenseurs de la race normande, au sens de la sélection de la race normande, à un moment voulaient vraiment avoir des niveaux de production laitière équivalents aux races les plus productives. Et ça, c'est contraire à la fromageabilité des laits. C'est-à-dire que plus une vache a de lait, moins on va faire de fromage avec chaque litre de lait. Donc c'est vraiment c'est en opposition vraiment très nette. Ça reste une des meilleures fromagères, peut-être la meilleure fromagère. Ici, tout le renouvellement oui, est assuré par l'utilisation de taureaux connus. Voilà, donc l'insémination artificielle est quand même une sécurité. Nous avons eu un taureau sur la ferme avec les difficultés de sécurité que ça occasionne, c'est-à-dire qu'il est plus fort que nous et imprévisible. Donc déjà pour la sécurité, mais en plus pour la sécurité économique, de vérifier l'aptitude laitière d'un taureau, c'est quand même une bonne façon de faire, sachant que le taux de transmission du germe laitier est faible, puisqu'on n'est qu'à 30%.
Par rapport à la viande, on est à 60. Vous imaginez, un taureau laitier, déjà, ça ne se voit pas au premier coup d'œil. Et puis en plus, quand même, il va ne transmettre que 30% de son aptitude laitière. On utilise une variété de taureaux, entre 15 et 20 taureaux minimum par an. On ne risque pas la consanguinité quand on fait ça, hein, normalement. Il faut quand même regarder le schéma de sélection. Il y a beaucoup de taureaux qui dépendent des mêmes souches d'origine. Voilà. Donc normalement, non. Alors, pour ce qui est de la nourriture du troupeau, des vaches laitières, il faut suffisamment d'espace. Alors là, on est sur le bon sens paysan, mais on peut une nouvelle fois prendre l'exemple de la Franche-Comté qui a déterminé des normes minimum de pâturage, par exemple, pour l'alimentation des vaches, de 50 arts par vache. Alors qu'en Normandie, le cahier des charges de l'appellation d'origine permet le double. C'est-à-dire on peut avoir 4 vaches par hectare, quand en Franche-Comté, on ne peut en avoir que 2 sur les surfaces de pâturage. Et on voit bien l'écart, c'est du simple au double. Et il y en a un qui est supportable et l'autre qui ne l'est pas, bien entendu, parce que si c'était à ce point différent, sans conséquence, ce serait bizarre. Donc ici, les surfaces de pâturage, oui, sont proches des normes franc-comtoises. C'est-à-dire qu'on est au maximum 2 vaches par hectare sur les surfaces de pâturage. Alors, est-ce qu'il faut descendre? Je ne crois pas. C'est-à-dire qu'à un moment, l'herbe est bonne parce qu'il y a suffisamment de présence animale. Quand il y en a trop, c'est un problème. Mais quand il n'y en a pas assez, c'est aussi un problème. Ici, c'est la seule façon d'avoir de l'herbe jeune à manger. L'herbe jeune, c'est de l'herbe riche, donc capable de couvrir les besoins des vaches. S'il n'y a pas assez de vaches, l'herbe va grandir, va monter et elle va plus être bonne. Donc en fait, on sera obligé d'ajouter les concentrés. L'objectif, c'est l'autonomie en fourrage grossier de la vache tous les jours et pour ne pas ajouter de concentré. L'objectif pour nourrir les vaches, c'est d'avoir le maximum d'herbes jeunes dans l'alimentation, et ceci toute l'année, ou sous forme d'herbes pâturées, ou sous forme de foin. Mais on sait très bien l'importance que ça a pour du coup les qualités des matières grasses qu'on va retrouver dans le lait, mais aussi dans le fromage. Cette onctuosité de la pâte et cette coloration de la pâte dépend complètement de l'origine du fourrage. En fait. Ça, c'est pour l'alimentation des vaches. Et puis cette pression, voilà, c'est 2 vaches par hectare sur les surfaces de pâturage. C'est le bon sens paysan, c'est-à-dire on a la bonne quantité pour que ça se passe bien. Ça nous permet aussi de récolter les excédents d'herbes qui vont nous servir pour l'hiver. On aura beaucoup moins de refus en fin d'année si on a alterné la fauche à la pâture sur certaines parcelles. Donc ça va nous permettre d'espacer les passages entre pâturages. Donc et du coup, on a une bien meilleure alimentation des vaches de cette façon. Pour les génisses, la ferme s'est bien améliorée au sens qu'on a aujourd'hui un deuxième corps de ferme qui est à 500 mètres, où là en fait on va sortir les veaux dès la première année. Et puis donc ils vont s'accoutumer au pâturage sans gêner le pâturage sur la ferme ici, autour de l'étable. Donc ça, on a amélioré ça il y a 4 ans maintenant et c'est super. Au global sur la ferme, on a 90% d'herbe dans la surface agricole utile de la ferme. Voilà. Donc on cultive un petit peu de céréales. Pour, on va dire, 3 raisons. La première, c'est l'autonomie en paille aussi, parce qu'acheter de la paille, c'est acheter de la paille traitée, quasiment tout le temps. Ces pailles sont traitées fongicides, c'est un peu le contraire de ce qu'il nous faut, puisque à un moment, le pied des vaches va être au contact de ces pailles traitées fongicides, alors qu'il faut qu'il y ait des champignons à pousser sur les fromages. Et puis, quelque part, dans ma tête, c'était pas clair ce truc-là. Donc on a voulu être autonome le plus possible, y compris sur le fait que ces pailles ne soient pas traitées, voilà, qu'on soit sûr de ça. Ça nous permet de renouveler quelques prairies régulièrement, parce qu'une prairie, c'est pas forcément une prairie naturelle. Voilà. On est dans le champ d'à côté sur une prairie qui a souffert, on ne sait pas si ce sont les sécheresses, voilà, elle est envahie d'herbes qui ne sont pas intéressantes pour nourrir les vaches. Et de ce fait-là, il va falloir faire quelque chose. Donc en fait, il va falloir la ressemer. Et ressemer avec bien sûr des espèces locales. Les fétuques, c'est ce qu'on a sur le bord des routes. Le trèfle, c'est ce qui pousse ici. Et donc, mais on sait très bien aussi qu'elle va se recoloniser d'espèces indigènes, mais que voilà, à un moment, ça va rebasculer dans le bon sens, alors qu'elle était sur elle est sur des présences d'herbes qui ne sont plus intéressantes. Parce que voilà, les vaches n'y plaisent plus. Hein.
c'est assez incroyable. Là aujourd'hui elles disent rien, mais il y a des fois on les met dans le champ et elles retournent. Hein. Elles disent t'en as pas un autre. Donc ça permet de ressemer et puis aussi ça équilibre un peu la ration puisqu'en fait avec de l'herbe jeune on a plutôt trop de protéines et pas assez d'énergie, donc ça nous permet d'ajouter un petit peu d'énergie. On va ajouter 1 kg, 1,5 kg de céréales par jour et par vache. Alors ça fait 5% de la ration totale, c'est pas beaucoup, mais voilà, ça garde un petit peu l'équilibre. Pour la fécondité, c'est important. Pour la fertilisation, on est en agriculture biologique, donc forcément ce n'est que des fumiers ou des lisiers de la ferme qui vont assurer la fumure globale de l'exploitation. On risque pas les dépassements de quantité d'azote hectare, hein, bien entendu. Globalement, tout ce qui est autour de l'étable va simplement recevoir les bousses des vaches, c'est tout. Hein. Après, quand on va un petit peu plus loin, 2-3 km, là ça va être des lisiers. Puis après, plus on va aller sur les parcelles un peu éloignées, et plus on va amener les matières plus sèches, parce que concrètement, voilà, le transport est plus rentable comme ça. Mais globalement, je pense qu'on n'a jamais dépassé les 70 kg d'azote par hectare et par an de moyenne sur la ferme. Ce qui, en théorie, ne peut pas assurer la nourriture des bêtes. Et pour autant, c'est le principe de l'agriculture biologique, la synergie entre les deux parties du règne végétal font qu'on a une production qui tient la route et un chargement qui est autour d'un 4 UGB, ce qui dérange quelquefois les gens en disant bah oui, voilà, vous avez beaucoup de bêtes, tout ça. Oui, mais à la fois, si la nature nous donne ça, pourquoi on ne le prendrait pas? Et puis, quelquefois, c'est quand même un peu de notre savoir-faire dont il s'agit. C'est-à-dire que si on est des bons producteurs de fourrage, en respectant les cahiers des charges, bah, voilà, peut-être ce fourrage n'est pas plus nul pour autant. Hein. Souvent, il est meilleur. Pour le pâturage au global de l'année, en fait, c'est à chaque fois c'est ce qui est écrit dans le cahier des charges de l'agriculture biologique, à chaque fois que c'est possible. Donc si on prend la dernière année, elles sont quasiment sorties tout le temps, puisqu'il en a eu un hiver très peu pluvieux. Donc en fait c'est l'hiver où ça bloque, quand il pleut tous les jours et que le sol n'est plus portant, évidemment, si on met les vaches dans les champs, on va risquer d'abîmer les prairies, donc d'handicaper la production fourragère de l'année d'après. Donc on peut abîmer un peu les prairies jusque janvier, mais après, voilà, il faut faire attention parce que s'il vient un peu de vent du nord, ça va faire une croûte et là, on n'aura plus rien de l'année. Donc, on a travaillé sur l'accessibilité des parcelles aussi, donc ça c'est très important puisqu'on est la traite est un moment qui ne supporte pas la saleté, sur le pied des vaches bien sûr, mais sur les pattes aussi. Donc on essaie vraiment qu'elles arrivent toujours les sabots propres en salle de traite. Ça va nous aider beaucoup pour maintenir la propreté du lait. Donc on est sur des sols en général assez légers qui nous permettent de pâturer au moins 10 mois de l'année, on va dire aujourd'hui. Jusqu'au 15 avril par là, on va faire tourner sur des paddocks assez grands. À partir du moment où l'herbe se met à pousser intensivement, on va restreindre, mettre un fil avant, fil arrière sur toute la partie très, très poussante jusqu'au 15 juin à peu près. Comme on a les sols un peu légers, ben oui, c'est en général la production commence à baisser vers le 15 juin. Et là, entre 15 avril et 15 juin, on aura récolté les parcelles. Et puis on va tout remettre à disposition des vaches après. Et réécarter les passages. C'est-à-dire qu'on passe en général à 30 jours sur cette partie de pousse intensive. Et puis on va passer plutôt à 40 ou 45 jours après. Et là, l'objectif, c'est que si on a bien géré la première partie, en fait, on a une présence de trèfle qui nous permet d'allonger entre chaque passage. Donc, on va essayer de passer à 45 jours. Et là, en général, on n'a plus de refus, puisqu'en fait, on a un espacement des pâturages qui est suffisant pour ne pas avoir de refus. Donc, voilà, on sait si on a réussi. Quand on arrive au mois de septembre et 80% des prairies sont pâturées, si on regarde un petit peu ailleurs, on se dit bah tiens, ouais, c'est mieux qu'ailleurs. Parce qu'il arrive que dans le coin, les vaches sortent, mais elles se couchent dans le champ, c'est tout, il n'y a plus rien à manger. Tellement il y a de présence de bouse. En fait, hein. Voilà, donc là, on retrouve l'équilibre entre la pression animale et la possibilité de pâturer comme il faut, quoi. Moi, j'ai appris à l'école les techniques de pâturage. On est à chaque fois que ça pousse, on a fil avant, fil arrière. Voilà.
En fait, après, s'il y a une période sèche, en fait, on va pas non plus faire déployer des fils alors qu'il n'y a pas d'intérêt. Sur toute la partie sortie, donc là, on a quand même un troupeau 110 vaches, donc sortir les animaux au printemps, il leur faut de l'espace. Hein. Si on les maintient dans un tout petit parc alors qu'il n'y a pas trop d'herbe, si ça leur plaît pas, ils reviennent à l'étable. Donc il faut de l'espace sur toute la partie sortie des animaux. Et il faut aussi, malgré tout, qu'elles tassent les prairies suffisamment pour que ça se passe bien après. Et puis en fin d'année, on va retrouver un peu, tout à fait, en fin de pâturage complètement, on va retrouver un peu les conditions de printemps où là, on va les faire tourner tous les jours sur une parcelle assez grande. Voilà, puis pour qu'elles sortent, pour qu'elles soient à l'air, pour qu'elles s'imprègnent du terroir. Et puis souvent il y a un complément à lauge au printemps et bien sûr il y a un complément à lauge de foin sur la partie au printemps et automne. Ah bah j'ai peut-être enlevé... Laquelle? Oh bah si, ça va aller. Je l'ai emmené ce matin? Je pense, ouais. Oh bah ça c'est bien, impeccable. On peut y aller. Voilà, on est sur un manège. Pour la traite, en fait, une bonne traite, c'est une traite rapide. On ne doit pas embêter les animaux. Donc, pour qu'elle soit rapide et respecter les conditions de propreté d'aujourd'hui, bien sûr, il faut que les vaches soient déjà propres, que les mamelles soient vraiment simplement à essuyer. Donc, on essuie avec une lingette humide, sans savon, sans produits désinfectants. Et en fait, on va faire une propreté visuelle. Bien sûr, il faut pas que ça doit être fait avec un chiffon, mais légèrement humide. Il ne faut pas que ce soit trop humide, sinon, bien sûr, ça va dégouliner. Et que ça ait le temps un petit peu de sécher entre la lingette et le fait de brancher les vaches. Donc ces lingettes ont été lavées, elles sont lavées entre chaque traite et bouillies à 90 degrés pour éviter la multiplication microbienne. C'est économique au sens que, voilà, on a une lingette qui est récupérable, qui peut être utilisée pendant plusieurs mois, environ 3 mois à chaque fois. Alors ce travail de connaissance des bêtes, de reconnaissance des animaux, c'est vraiment, là du coup c'est sans faille. C'est-à-dire que si on met le lait d'une vache dont le lait n'est pas propre à la consommation, alors tout le lait est un problème. On écarte entre 3 et 5% du lait qui va servir à nourrir les veaux régulièrement. Et concrètement, en 10 ans de fabrication, on n'a pas détruit un lot de fromage pour raisons sanitaires. C'est la technique, il a fallu entre guillemets la vendre à l'administration qui elle va voir les élevages qui sont pour des fromageries en camembert de Normandie mais industrielles, et là où on impose un tas de choses, désinfection du pied des vaches, élimination des premiers jets, qu'il a fallu résister à la demande de la direction départementale de la protection des populations qui elle avait choisi de prendre toutes les sécurités, quoi. Et en l'occurrence, la sécurité, là, ça rompt le lien au terroir, puisqu'en fait, à un moment, cette désinfection du pied des vaches est contraire à ce qu'on souhaite. La technique d'évacuation des premiers jets, alors celle-là, ça a été une bagarre terrible avec le représentant de l'administration. Donc lui ne comprenait pas pourquoi on ne le faisait pas. Je lui ai dit, écoutez, à ce moment-là, pour moi, c'est la main du treilleur qui est plus sale que le treillon. Donc ça a fini comme ça. Donc il a fini par accepter plus ou moins. Les premiers jets sont aussi vecteurs de bactéries positives. On pense bien sûr à la détection des mammites, mais en même temps qu'on enlève les premiers jets, c'est un peu comme si on, je ne vais pas dire désinfecter le pied des vaches, mais en fait on enlève un peu de lait qui est très, très, très contaminé positivement aussi. Donc voilà, donc on ne le fait pas. Alors on fait un suivi mensuel, bien sûr, des cellules sur les vaches. On fait un suivi dans le temps,
Donc tout ça c'est fait par un organisme externe, bien entendu, c'est pas nous qui faisons et qui bricolons. Donc c'est le GDS qui vient prélever les analyses sanitaires dans le lait tous les mois. Et puis après, nous, on est responsable des analyses sur le fromage. Et on fait là en hebdomadaire. Alors ça, c'est quand le temps est clair. Quand on voit bien que les résultats sont bons, etc. Mais si ça devient, s'il y a un peu de brouillard, en fait, on va augmenter la fréquence d'analyse. Et c'est arrivé qu'on fasse des analyses sur chaque lot de fromage pour présence de staphylocoque. Donc là, il a fallu partir 8 vaches. Et le pire, c'est quand on a vendu les 8 vaches, ça n'a rien changé. C'est-à-dire qu'on voit la difficulté de la microbiologie, c'est-à-dire qu'il y avait cette charge staphylocoque qui était présente sûrement sur les autres trayons des vaches, pas en interne mais en externe, sûrement sur les bords de la stabulation, dans les logettes, enfin je sais pas, et peut-être même un peu sur la salle de traite. Et donc il a fallu attendre 6 mois pour que cette épuration soit effective dans le lait. C'est extrêmement complexe. Quand j'explique ça, voilà, les gens ne me croient pas en fait. Mais partir 8 vaches, moi je m'en rappelle. Je sais quand je les ai parties et je sais quand les résultats sanitaires se sont vraiment améliorés. On fait aussi des analyses de milieu. Aujourd'hui, le groupement de défense sanitaire, quand il vient tous les 2 mois, alors il vient tous les mois pour prélever le lait, tous les 2 mois, il met les chaussures en éponge, il va dans les endroits les plus sales de l'étable, il met tout ça dans un sac plastique et par méthode PCR, il va rechercher les salmonelles et la paratuberculose. On n'a jamais trouvé de salmonelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il y en a très très peu. Alors, si un jour il y en a dans les bouses, pour moi c'est une information intéressante. Voilà, je vais pas, du coup, par la présence dans les bouses, je ne vais pas m'arrêter de fabriquer des fromages au lait cru. Mais par contre, je vais sûrement sécuriser encore un peu plus. Et puis peut-être qu'on va accentuer la fréquence des analyses sur le lait. Hein.